Bonsoir à tous, bienvenue dans le Ndimba, votre rendez-vous politique pour mieux comprendre les réformes en cours et les mécanismes pour parvenir à améliorer le fonctionnement des grandes écoles et de la recherche scientifique au Gabon. Cette semaine, nous recevons donc le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Maître Denise Mekam. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pendant 52 minutes, vous allez nous expliquer ce que votre département a entrepris pour avoir des universités et des centres de recherche de qualité. Mais tout de suite, place à votre portrait parcours. Denise Mekam Nedidzi est née le 22 novembre 1959 à Njolé. Après des études primaires dans sa ville natale, elle obtient le baccalauréat série A4 en 81 au lycée d'État de l'Estuaire. Intéressée par une carrière juridique, Denise Mekam intègre la faculté de droit et des sciences économiques de l'université Omar Bongo, d'où elle sort licenciée en droit. Une carrière d'avocate se dessine naturellement pour elle. Ainsi, le stage d'avocat arrive à point nommé pour répondre à ses aspirations en 1985. Stage concluant, le barreau de Libreville lui ouvre grandement les portes et elle effectue une carrière exemplaire pendant près de 20 ans. En janvier 2006, Denise Mekam fait son entrée au gouvernement en qualité de ministre délégué auprès du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Ministre de la lutte contre le sida, de la protection de la veuve et de l'orphelin pendant 2 ans, de 2007 à 2008. Ministre des Affaires sociales, de la solidarité, de la lutte contre le sida et de la protection de la veuve et de l'orphelin de janvier à décembre 2008. Ministre de la Santé publique d'octobre 2008 à janvier 2009. Elle revient au ministère des Affaires sociales, de la solidarité, de la lutte contre le sida de janvier 2009 à octobre 2009. Membre du Parti démocratique gabonais, où elle occupe des fonctions importantes, Denise Mekam est membre du bureau politique de 2006 à 2008. Membre du comité permanent du bureau politique au cours du 9e congrès ordinaire du PDG. Rapporteur adjoint du bureau du congrès extraordinaire en juillet 2009. Elle s'est fait élire entre-temps députée à l'Assemblée nationale en 2006. Réélue en 2011, elle va occuper le poste de 6e vice-président de l'Assemblée nationale avant de revenir au gouvernement en janvier 2012 en qualité de ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement. En octobre 2014, Denise Mekam est nommée ministre de la Communication, des Relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement jusqu'en août 2015. Depuis septembre 2015, elle est à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Très engagée, aussi bien sur le plan politique qu'associatif, Denise Mekam est membre de l'Association des femmes juristes gabonaises et de la Fondation Albertine Amissa Bongo. Elle prend part à de nombreuses conférences nationales et internationales et collabore à la rédaction des documents sur les droits de la femme. Denise Mekam est mariée et mère de 5 enfants. Elle a eu 2 décorations, commandeur de l'Ordre national du mérite en août 2006 et commandeur de l'Étoile équatoriale en août 2009. Vous venez de suivre avec beaucoup d'attention votre portrait. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Donc, je veux juste ajouter ceci, que je suis titulaire d'une licence en droit ancien régime, 4 ans. En fait, c'est ce qui est mentionné sur nos diplômes parce qu'à notre époque, nous ne passions pas de maîtrise en droit. Oui. Notre maîtrise en droit était dénommée licence en droit ancien régime et cette précision permettait de savoir que c'était un circuit en 4 années. D'accord, mais c'est l'équivalent aujourd'hui de la maîtrise. L'équivalent de la maîtrise aujourd'hui, exactement. Alors, vous êtes membre du gouvernement dès 2006. 10 ans après, nous sommes en 2016. Vous êtes toujours membre du gouvernement. C'est vrai, vous avez occupé plusieurs départements. Mais qu'est-ce qui fait votre longévité au sein du gouvernement gabonais? J'étais au gouvernement jusqu'à une période. Il y a eu une interruption où je suis allée exercer mon mandat de député oui. Et je suis revenue. Bon, qu'est-ce qui explique ça? Je ne peux pas expliquer ça. C'est ceux qui décident de vous amener au gouvernement, notamment le chef de l'État et le chef du gouvernement qui savent pourquoi ils vous appellent, mais je constate que je suis revenue, voilà, simplement. Avec enthousiasme à chaque fois ou un peu... Ah ben c'est toujours avec enthousiasme qu'on sert son pays. Je suis bien enthousiaste, je suis bien contente, bien heureuse, hein, bien honorée de voir que je suis appelée à participer à la construction de mon pays. Je le faisais déjà en tant qu'avocat, oui. Mais c'est des fonctions d'une autre nature. Justement, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'avocate à ministre? Rien du tout, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est le chef de l'État qui décide avec son Premier ministre, chef du gouvernement. Il n'y a pas de concours. J'étais à l'école pour devenir avocat.
J'ai Oui. passé mon stage, j'ai prêté mon serment d'avocat, je peux vous dire, le parcours à ce niveau, il peut être clair. Mais quand on devient membre du gouvernement, à ce niveau, il est difficile de dire que c'est parce que, bon, c'est les chefs, ceux qui décident, qui ont apprécié certaines qualités, certainement. Une valeur de- constante, Denise Mekam, Ouais. c'est votre engagement. Parce que même en tant qu'avocate, vous vous êtes engagée pour la cause des sans-voix. Et aujourd'hui, en tant que membre du gouvernement, vous avez également cette même fougue de justice peut-être. Toujours, vous savez, on reste avocat dans l'âme, hein, ça ne vous quitte pas. Et dans ma fonction, dans ma carrière politique, je l'amène avec la même fougue. Hein. Et il faut dire que, étant élu, étant député, je reste toujours à côté des populations, je reste toujours le porte-voix des sans-voix ou alors le représentant des populations d'une zone, et pour ce qui me concerne, Saint-Jolé. Vous avez un calendrier bien chargé. Très chargé. Mais Très qu'est-ce chargé. que vous faites donc pour un peu décompresser, Denise Mekam? Alors, ce que je fais, un peu de lecture. Oui. Visite aux parents, mais principalement ce que je fais, c'est l'entretien de mon potager. Alors ça, D'accord, j'adore. vous avez la main verte alors. Oui, je crois que je peux le dire, j'ai la main verte, j'aime bien planter, j'ai des hectares de terrain sur la route, il m'arrive de passer mes week-ends là-bas pour planter de la banane et autres. Et à mon domicile, j'ai un potager que j'entretiens quotidiennement. Quand je sors du bon travail, si j'ai une petite minute, même quand il fait noir, je fais un petit saut là-bas. Alors, le potager, c'est votre dada. On est en saison sèche. Quelles sont les astuces pour avoir une belle terre? Ben, il faut dire qu'en saison sèche, les plantes ont besoin de beaucoup plus de soins parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau. Donc, il faut arroser quotidiennement et il faut choisir des heures pour arroser. On n'arrose pas les plantes quand il fait chaud. Il faut le faire tôt le matin ou alors un peu le soir lorsqu'il y a moins de soleil. Il faut mettre pas vraiment d'engrais parce qu'on ne fait pas un potager chez soi pour l'imbiber Donc, d'engrais. c'est bio. Donc, c'est bio. Donc, il faut les entretenir. Une plante s'entretient comme un enfant, donc il faut être proche, il faut regarder, il faut soigner. Et on n'a pas forcément besoin d'engrais pour ça. Votre prochain lieu de vacances? Njolé, simplement. Et vous savez, nous n'avons pas beaucoup de temps de vacances. Chaque année, ça nous fait à peu près 2 semaines de vacances. Et quand on a 2 semaines de vacances, on ne peut pas aller bien loin. Et moi, je suis élue, je suis à mon 2e mandat, vous l'avez rappelé. Oui. Donc, je suis à Njolé, je passe mes vacances à Njolé auprès de ma population, auprès de mes parents, auprès de mes électeurs. C'est l'occasion que j'ai pour bavarder avec eux, pour les visiter, pour vraiment être proche de ma famille, leur rappeler que je suis là et que je suis proche d'eux. Merci Denise Mekam d'avoir accepté de répondre à ce questionnaire. À présent, nous allons entamer la deuxième partie de notre émission, après cette analyse d'une Zimba, à propos de l'enseignement supérieur au Gabon. Depuis 1970, date de la création de l'université au Gabon, son existence n'a jamais été un fleuve tranquille. En effet, cet univers reçoit chaque année des milliers d'étudiants en quête d'un parchemin pour s'insérer dans la vie active ou poursuivre des études en recherche. Le constat est clair, l'université gabonaise est malade. Elle connaît des difficultés de fonctionnement, effectifs pléthoriques, infrastructures d'accueil insuffisantes, des ressources humaines aussi insuffisantes en fonction des spécialités. Ces dysfonctionnements interpellent le gouvernement qui, chaque année, alloue une subvention à l'enseignement supérieur. Une subvention jugée insuffisante au regard des enjeux et des besoins de l'université et de la recherche. On peut également relever le climat délétère qui touche souvent l'université chaque année. Tel est le visage que présente l'université gabonaise dans son ensemble. Depuis 1990, des réformes sont engagées pour donner une autonomie à l'université. Le Gabon compte aujourd'hui 3 universités publiques spécialisées et des grandes écoles. Cette spécialisation n'a pas permis, malheureusement, à l'enseignement supérieur gabonais de rejoindre le monde de la compétitivité. Ainsi se pose la question de la qualité de la formation dans ces différentes entités. Qu'il s'agisse de l'université Omar Bongo, doyenne des universités gabonaises, ou de l'université des sciences et techniques de Massoukou, encore moins de l'université des sciences de la santé, le problème reste entier. La crise qui paralyse l'université gabonaise mérite aujourd'hui, de la part des pouvoirs publics, des solutions appropriées et spécifiques à chaque cas.
L'équipe de Nzimba a fait l'état des lieux de l'enseignement supérieur au Gabon. Denise Mekam, quelles sont les réformes intervenues au lendemain des États généraux de 2010 ? Mais avant de vous parler des réformes, je veux quand même relever que je ne partage pas tout à fait votre analyse sur la situation de l'enseignement supérieur au Gabon, sur la situation de l'université. L'université n'est pas du tout en crise. On peut noter qu'il y a des choses qui restent à parfaire. Oui. Il y a des choses qui restent à renforcer, à améliorer, mais je pense que tout n'est pas négatif. Nous reviendrons certainement sur ces points-là. Pour rebondir sur votre question, je crois qu'à la suite des États généraux, en dehors de la consolidation du LMD, le système licence, master, doctorat, nous avons gagné dans les partenariats publics-privés. Et c'est très important. Et ça, c'est vraiment les résultats des États généraux parce que depuis cette période-là, l'État a établi, avec les établissements d'enseignement supérieur privés, des partenariats qui permettent aujourd'hui de scolariser les étudiants gabonais sur le territoire national. Et c'est un gain en argent. Cela a permis à l'État de faire des économies. En dehors de ce gain, l'État a gagné également en matière de diversification de la formation. Donc les offres de formation ont été diversifiées et ils ont été diversifiés en tenant compte des thématiques du plan stratégique Gabon émergent. Et c'est justement de ces partenariats public-privé que vous avez l'école, l'IPG, l'école du pétrole et de gaz à Port-Gentil. C'est grâce à cela que nous avons l'école des mines qui a été inaugurée tout dernièrement. Nous avons l'école de bois en perspective. Donc en fait, ça a été l'une des grandes réformes issues des États généraux. Est-ce que ça veut dire que l'enseignement supérieur au Gabon suit tout simplement la demande et est capable actuellement d'offrir une offre de qualité? Bien entendu, l'enseignement supérieur aujourd'hui au Gabon est capable d'offrir une formation de qualité, une offre de qualité. Nous avons des enseignants compétents, nous avons des établissements aux normes. Et comme je le disais, il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer, il y a des choses à renforcer, il y a des structures d'accueil à renforcer, mais nous ne pouvons pas penser, il n'est pas juste de penser que l'enseignement supérieur au Gabon n'est pas compétitif. Pour ceux qui nous écoutent, un diplôme obtenu ou un cycle 100% gabonais a autant la même valeur qu'un diplôme à l'étranger. Tout à fait. Et je vais d'ailleurs vous dire, nos étudiants gabonais, quand ils partent à l'étranger, ils sont meilleurs. Ils n'ont pas du tout de complexe à se faire. J'ai eu ce débat tout dernièrement avec les étudiants qui vont se spécialiser en médecine à l'étranger, mais ils sont meilleurs, ils vont dans les pays voisins, ils tiennent la compétition. Donc il n'est pas juste de penser que l'enseignement au Gabon est au Gabon. Ce n'est pas une punition de poursuivre ses études au Gabon. Ce n'est pas du tout une punition de poursuivre ses études au Gabon. Et d'ailleurs, je pense que l'environnement tel qu'il est aujourd'hui dessiné, tel que le gouvernement, tel que le président de la République l'a dessiné, on a vraiment intérêt à faire ces études au Gabon. Ils sont boursiers, ils ont des établissements de qualité, ils ont des enseignants de qualité. Et ça, je pense que... Lui, Philippe Badinga nous a rejoint et va poursuivre le questionnaire de débat avec nous. Bonsoir, Madame la Ministre. Bonsoir. On peut reconnaître à votre gouvernement d'avoir donné une lisibilité à l'enseignement supérieur et la formation, notamment en termes de programmes et de diversification. Pourtant, le gros problème reste celui de capacité d'accueil. 20 000 élèves aujourd'hui frappent à la porte de l'université. Est-ce que les universités gabonaises ont les capacités d'accueillir tout ce monde? Vous avez touché là le problème important. L'enjeu dans les universités, c'est vraiment l'explosion des effectifs universitaires. Chaque année, il y a une augmentation de ces effectifs de près de 12%. Et vous l'avez relevé, nous avons des bacheliers qui vont arriver. Il va y avoir à peu près 8 000 qui vont frapper aux portes des universités et grandes écoles. Les structures d'accueil sont à améliorer, ces structures d'accueil sont à renforcer. Parce qu'il nous faut mettre en place un mécanisme efficace d'anticipation. Donc la gestion prévisionnelle des effectifs. Une gestion prévisionnelle des effectifs. Et nous devons le mettre en place. Mais à côté de ça, l'État gabonais a assumé une politique sociale à ce niveau, au niveau des universités. Parce que ce qu'on n'a pas mis en infrastructure a été mis dans les bourses. Vous le savez, aujourd'hui, pour ce qui concerne les étudiants, tout étudiant gabonais est boursier, ce qui ne se voit nulle part. Les bourses ont été généralisées, les bourses ont été augmentées.
ce qui est extraordinaire et vraiment rare, même dans les pays de la sous-région. En effet, 10% à l'étranger et 25% sur le territoire national. Voilà, donc tout Gabonais, tout bachelier aujourd'hui a droit à la bourse. Ça, c'est de l'argent que l'État gabonais a mis justement pour assumer sa politique sociale. Ce qui n'a pas été mis dans les infrastructures, peut-être, a été mis aujourd'hui dans l'amélioration des salaires des enseignants. Avec le nouveau système de rémunération, les enseignants et chercheurs ont vu leur rémunération améliorée. Et d'ailleurs, je vais vous dire, dans les cabinets ministériels, nous avons des difficultés aujourd'hui pour prendre à son cabinet un enseignant ou un chercheur, parce que nous n'avons pas... Finalement, ils préfèrent rester désormais dans leur univers. Et c'est tant mieux. Nous allons poursuivre dans les infrastructures pour nous intéresser à l'université Omar Bongo, qui a connu des débuts de travaux, mais qui se sont arrêtés. Non, les travaux ne se sont pas arrêtés, les travaux se poursuivent. Les travaux se poursuivent, mais les travaux sont importants. Mais est-ce que vous serez prêt à la prochaine rentrée? C'est-à-dire, est-ce que ces chantiers pourraient être livrés à la prochaine rentrée? Mais vous voyez les chantiers qui se poursuivent, mais il y a eu des chantiers réalisés avant. Vous savez qu'à l'université Omar Bongo, il y a eu la construction d'un amphi qui a une grande capacité d'accueil. À l'université Omar Bongo, il y a eu la construction des salles de classe. En fait, les travaux qui se poursuivent aujourd'hui concernent beaucoup plus la cité universitaire. Vous vous souvenez de ce reportage sur France 24 qui avait montré les résidences complètement en état de délabrement. Et donc, il fallait refaire tous ces travaux, et c'est des travaux importants. Voilà. Donc, je crois qu'il n'est pas tout à fait juste de penser que les travaux sont arrêtés, les travaux se poursuivent à un rythme, évidemment, qui n'est peut-être plus celui de départ. Le rythme n'est peut-être plus accéléré en raison de la situation que nous connaissons tous. Je crois qu'avec ces tensions budgétaires que nous avons, nous ne pouvons plus assurer le rythme de départ, mais les travaux se poursuivent. Avec ce déficit donc infrastructurel, est-ce que le gouvernement ne pense-t-il pas faire des locations, parce que la construction est un petit peu difficile? Des locations d'infrastructures pour pouvoir loger... Vous savez, ailleurs, les résidences universitaires sont privées, hein, dans d'autres pays. En fait, il faut peut-être qu'on pense à cela. Parce qu'à l'université Omar Bongo, c'est 1200 chambres pour une population de 20 000 étudiants. Ça vous fait, si vous calculez, ça fait à peu près une chambre pour 16 personnes. Ailleurs, dans les autres universités, les résidences appartiennent au privé et sont dans les environs des universités. Moi, je crois que c'est un leurre de penser que l'État va assurer les résidences aux 20 000 étudiants, que l'État va assurer la résidence aux étudiants chaque année. Quand on pense à cette massification dont je faisais état tout à l'heure, chaque année, il arrive 10%. Chaque année, vous avez 8 000 étudiants qui arrivent. Est-ce que chaque année, l'État va construire 8 000 logements? C'est vraiment des questions sur lesquelles nous devons véritablement nous pencher. Oui, vous avez parlé d'ailleurs. Justement, on va y aller. Il y a certains parents, malgré les améliorations, malgré les nouveaux programmes, malgré les bâtiments, qui continuent d'envoyer les enfants à l'étranger à cause des grèves. Les années sont assurées. Est-ce que vous rassurez ces gens que l'université gabonaise est celle en laquelle ils doivent croire plutôt que de les envoyer à l'étranger? Nous devons croire à l'université gabonaise. Nous devons croire au système d'enseignement supérieur gabonais, parce que nous avons des structures qui sont adaptées. Peut-être à renforcer, mais nous avons des structures adaptées. Nous avons des enseignants qui sont de bonne facture. Madame la ministre, la vie à l'université n'est pas un long fleuve tranquille. Certains parlent même d'un département gendarmerie qui a été ouvert à l'université Omar Bongo. Je ne sais pas si c'est un département de formation qui vient d'être créé sur ce plateau, en fait, mais il n'y a pas de département gendarmerie à l'université. En fait, ils veulent parler de la présence quasi permanente des gendarmes devant l'université avec quelques intrusions. Non, il n'y a pas de présence quasi permanente. En fait, il y a eu une situation, les gendarmes étaient présents au sein de l'université Omar Bongo. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une grève à l'université Omar Bongo, créée par certains étudiants, et cette grève était d'une violence telle que le recteur a dû demander l'intervention de la gendarmerie. Et il faut dire qu'en raison des franchises universitaires, seul le recteur a le droit de le faire. Donc ce n'est pas sur invitation du gouvernement? Ce n'était pas sur invitation du gouvernement. Le gouvernement... Ou instruction, pardon. Non, les universités ont des franchises
et qui font que le gouvernement ne peut pas d'autorité envoyer une équipe de gendarmerie à l'intérieur de l'université. C'est ça les franchises universitaires. Donc la présence des gendarmes qui avait été relevée il y a une année à l'intérieur de l'université était due au fait que la grève était violente. Il y a eu des casses, il y a eu des agressions physiques, il y a eu des destructions de biens. Et à partir de ce moment, le recteur, qui est l'autorité chargée de la sécurité à l'intérieur de l'université, a été contraint de faire venir la gendarmerie. Et il faut dire d'ailleurs que les enseignants eux-mêmes avaient dû entrer en grève pour exiger que leur sécurité soit assurée. À partir de ce moment, le recteur n'avait pas d'autre choix que de faire venir la gendarmerie. Et dès que les choses étaient rentrées dans l'ordre, ils sont partis. La gendarmerie est beaucoup plus présente lorsqu'il y a des mouvements hors de l'université, donc en dehors de la barrière, donc juste sur la voie publique, parce que quelquefois, ces mouvements débordent de manière telle que l'ordre public se trouve perturbé. Et à partir de ce moment, la gendarmerie intervient sur la voie publique, mais pas à l'intérieur de l'université. La situation que vous évoquez était une situation exceptionnelle. Oui. Vous avez vous-même mené une médiation avec les étudiants, malgré la présence d'une mutuelle élue. Il y a encore des groupes d'étudiants qui s'affrontent, on va dire, à l'intérieur de l'université. Oui, vous savez, l'université, c'est un milieu de débat, c'est un milieu de contradiction, c'est un milieu d'intellectuels, j'ai envie de dire. Et donc, le débat, ça bouillonne, c'est un milieu qui bouillonne, ça c'est tout à fait normal. La médiation, je l'ai menée, pourquoi? Je l'ai menée parce que le groupe d'étudiants, dits conscients, était entré en grève et ils avaient sollicité mon intervention. Moi, je m'étais rapproché du recteur pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Et les autorités rectorales m'ont donné la démarche parce que le dialogue était rompu entre ces étudiants et les autorités rectorales. Mais il fallait bien permettre au cours de se poursuivre parce que malgré tout, ces étudiants étaient sur la voie publique. Ces étudiants allaient dans les salles de classe sortir leurs collègues qui suivaient les cours. Comment peut-on expliquer qu'un groupuscule réussisse à mettre dehors toute une salle de classe? Ils ont signé désormais une charte. À partir de ce moment, oui, j'ai dû, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, et en accord avec les autorités rectorales, mener cette médiation. Et cette médiation a abouti à une trêve. Mais cette trêve, comment l'a-t-on signée? Cette trêve était une idée des étudiants eux-mêmes. Parce que les étudiants, à la suite d'une réunion que nous avons tenue jusqu'à très tard le soir, étaient passés le lendemain au ministère, déposer des courriers demandant au ministre que je suis la signature d'une trêve. J'ai reçu ce courrier de la mutuelle régulière, j'ai reçu ce courrier des différents groupes d'étudiants et à la suite de ça, nous avons établi un document de trêve sociale et je veux relever que depuis cette histoire, ces étudiants, ce groupuscule n'a plus jamais été perturbé d'université. Il avait été dit que c'était les étudiants renvoyés qui faisaient ce mouvement. Il n'est pas du tout exact. Certains responsables de ce groupe étaient bien inscrits, certains au département d'anglais. Ils suivaient régulièrement leurs cours. Et donc, je pensais, moi, et j'étais convaincue qu'il fallait faire quelque chose. Et nous l'avons fait et la sérénité est revenue. Madame la ministre, l'université, vous l'avez dit, c'est le monde du débat d'idées, donc un monde un peu libre. Mais pourtant, le gouvernement est encore un peu présent à l'université à travers la nomination du recteur, des chefs d'établissement et des chefs de département. Pourtant, dans les années 1990, les chefs d'établissement et ceux de département étaient élus. Il fut un temps où les chefs de département et les chefs d'établissement étaient élus, mais ça a donné quel résultat? Le problème, c'est que le fonctionnement de l'université s'est trouvé un peu paralysé en raison des conflits qui naissent après une élection. Parce qu'ils étaient par groupuscule, ils étaient par affinité ethnique ou politique. Et celui qui était élu, en fait, quand il prenait ses fonctions, restait dans son cadre, travaillait beaucoup plus avec les siens et il y avait forcément cet affrontement entre ceux qui avaient perdu l'élection et ceux qui la gagnaient. Alors pour ramener la sérénité à l'université, pour ramener un climat d'apaisement, le gouvernement a été obligé de revenir au système de nomination. Et je veux dire, nomination sur demande des autorités rectorales. Parce que des enseignants aussi. Des enseignants, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le gouvernement n'intervient pas systématiquement dans le fonctionnement
de l'université. Oui, Madame la Ministre, on ne peut pas épuiser les sujets de l'enseignement supérieur en quelques minutes. Nous allons rapidement parler de la situation des bourses, qui est une situation vécue parfois péniblement par des étudiants, que ce soit sur le territoire national, à l'étranger. Qu'est-ce qui explique encore aujourd'hui les retards dans le paiement des bourses? Situation vécue péniblement, vous m'étonnez. Parce que les bourses sont très bien gérées aujourd'hui. Sur le plan national, je vous parlais tout à l'heure de la généralisation de la bourse, je vous ai parlé de l'augmentation de cette bourse-là, mais la bourse a été aussi bancarisée. Nous sommes dans la bancarisation. Et cette bancarisation fait que les banques anticipent le règlement. Et aujourd'hui, il n'y a pas de retard dans les paiements. Donc, le retard peut être observé dans les opérations bancaires parce que c'est les banques aujourd'hui qui payent. C'est comme vos salaires aujourd'hui. Les salaires sont payés par les banques et en fait, il y a des opérations entre les banques et l'État. Donc, c'est cette compensation qui se fait et les bourses sont payées en temps et à heure. Et au niveau de... Ça veut dire que l'étudiant gabonais peut aujourd'hui mieux gérer donc sa vie estudiantine avec quand même donc une bourse mensuelle, parce qu'elle était avant trimestrielle, il faut le rappeler. Exactement. La bourse aujourd'hui, elle est mensuelle. La bourse aujourd'hui a été relevée. La bourse a été bancarisée. Donc l'étudiant gabonais aujourd'hui a un compte en banque. Il a la possibilité de gérer convenablement sa bourse. Et je parlais du plan national, mais à l'extérieur, les dispositions étaient également prises en ce sens que, avec certains pays, l'État a fait des conventions avec des organismes de gestion qui payent directement les bourses. C'est le cas de la France, c'est le cas par exemple de l'Allemagne, c'est le cas du Canada. Mais dans d'autres pays, ce qui se passe, c'est que l'étudiant, lorsqu'il arrive sur le territoire, doit ouvrir un compte bancaire et c'est par ce compte bancaire que la bourse est payée. En fait, je veux relever simplement que s'il y a des retards, ces retards ne sont pas dus à un manque de liquidité, c'est tout simplement le fait que les opérations bancaires ont leurs exigences et il faut s'en tenir à ça, simplement. Nous allons à présent aborder la troisième partie de notre mission. Il s'agit donc de l'autre volet de votre ministère, Denise Mekam, celui de la recherche et de l'innovation. Voilà un domaine qui fait la fierté des grandes puissances. La recherche scientifique et technologique rime avec développement. La recherche touche l'ensemble des domaines d'un État, d'une administration ou d'une organisation. Tous les secteurs sont concernés par la recherche car c'est elle qui est le poumon de leur fonctionnement. C'est la raison pour laquelle il existe dans des pays qui font de la recherche le créateur de la richesse, de nombreux partenariats entre les organisations, les entreprises et les centres de recherche. De nombreuses passerelles existent également entre les laboratoires des universités et les entreprises publiques ou privées. C'est pourquoi négliger la recherche, c'est également négliger le développement et refuser la prospérité. Les pays dits émergents l'ont vite compris, eux qui consacrent de grands programmes et de grands budgets à la recherche. Au Gabon, le constat est amer. En effet, aussi bien dans son organisation que dans son fonctionnement, la recherche apparaît aujourd'hui au Gabon comme le parent pauvre dans un monde universitaire à la recherche d'une véritable stratégie de développement. Recherche rime également avec innovation. La preuve, la créativité a pris corps au sein de la recherche. Des ponts se sont établis entre les organismes en charge de la propriété intellectuelle et la recherche. Ainsi, le chercheur trouve aujourd'hui sa valorisation dans l'obtention des titres de propriété intellectuelle à travers le dépôt et la protection de leur savoir. Ce modèle, qui fait de la recherche un acteur majeur du développement, est à privilégier pour le Gabon. Au mois de mai dernier, le gouvernement a enfin organisé, en application des recommandations des États généraux de 2010, l'atelier national sur la structuration de la recherche scientifique au Gabon et l'harmonisation des partenaires. Qu'est-ce qui va changer dans ce secteur, Denise Mekam? Ce qui va changer, en fait, c'est plutôt pour parler des conclusions de l'atelier. Oui. En fait, ce qui va être important dans cet atelier, c'est la mise en place d'une agence de moyens. Les chercheurs eux-mêmes, après débat, ont pensé qu'il faut mettre en place une agence de moyens. Et cette agence de moyens va travailler en partenariat avec les centres de recherche, aussi bien privés que publics. Parce que ça reste le parent pauvre de votre département, la recherche. Oui, ce qui va changer, c'est la mise en place d'une agence de moyens avec des partenaires de recherche privés et publics. Ce qui va changer, c'est une structuration de la recherche, un meilleur financement, parce qu'aujourd'hui, le financement n'est pas très organisé. Et les chercheurs eux-mêmes ont fait ce constat. Ce qui va changer également, c'est la commande publique.
la commande privée. Donc il faut qu'on parvienne à une loi de programmation sur la recherche. Pour quand même bien être précis, c'est le parent pauvre de votre département, l'agence sera en charge justement de trouver les fonds pour rendre cette recherche un peu plus performante. Tout à fait. C'est pourquoi je parle de l'agence de moyens. Les chercheurs eux-mêmes vont s'organiser. Il va y avoir une loi de programmation et l'agence sera là pour chercher les financements, pour suivre les financements et faire des évaluations. Parce que quand il y a une recherche, il faut également évaluer derrière. Jonas Sosombe, Madame le ministre, nous a rejoint et va poursuivre le débat avec vous. En vous entendre, Madame le ministre, ça veut dire que c'est fini le problème de financement. À partir de la mise en place de cette agence, c'est fini avec les problèmes de financement de la recherche au Gabon. Mais entre-temps, il y a ce qui existe. Et ce qui existe, c'est que, comme elle le disait, Madame Ochanga, c'est l'enfant pauvre. Et on a constaté qu'en réalité, si la recherche fondamentale donne assez de bons résultats à travers le SCIENF et le CERMEL à Lambaréné, on constate toujours que dans le domaine public, il y a des problèmes. Le CNRS n'arrive pas à jouer son rôle. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il n'est pas tout à fait juste de dire que la recherche est le parent pauvre. Le problème de la recherche, c'est que le financement n'est pas très organisé. Parce que la recherche ailleurs, ce n'est pas forcément l'État qui assure la recherche. La recherche, il faut pouvoir chercher. Il y a des partenaires étrangers, il y a des partenaires privés qui sont prêts à s'impliquer. Et vous avez fait état des centres privés. En fait, la recherche, aujourd'hui, il faut que les chercheurs apprennent la mobilisation des fonds. Et c'est ça ce rôle que l'agence va jouer. Le CNRS, on ne peut pas le dire... rendre plus efficace. Mais le CNRS est déjà efficace. Le CNRS est déjà efficace. Le seul problème qu'il faut évoquer ici, c'est le fait que les chercheurs travaillent dans leur bureau. Les chercheurs publient leurs travaux dans des canaux scientifiques qui ne sont pas toujours accessibles à tout le monde. Vous avez les chercheurs gabonais qui interviennent dans des entreprises. Il n'y a pas une seule entreprise crédible aujourd'hui qui peut travailler sans les chercheurs du CNRS. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'eux pour l'étude d'impact. Ils ont besoin d'eux pour des enquêtes socio-économiques et ils ont besoin d'eux pour des aspects techniques. Les chercheurs sont performants. Aujourd'hui, vous savez, le CNRS, c'est 5 instituts qui travaillent chacun à sa thématique. À la COP 21, c'est l'institut l'institut chargé des questions écologiques qui a présenté ces travaux. Ces travaux ont été présentés à Paris à la COP 21. Vous avez l'IRAF qui est chargé de la politique, de tout ce qui est recherche en matière d'agronomie et forestière, qui a contribué à la mise en place de la politique agricole au Gabon. Donc en fait, ce n'est pas qu'ils ne sont pas performants, mais c'est ça, c'est l'organisation. C'est que tout cela n'est pas très organisé, la commande publique n'est pas très visible et ça fait que, Comment la rendre plus visible? Mais justement, avec l'agence, avec l'organisation que les chercheurs eux-mêmes mettent en place, parce qu'aujourd'hui, les chercheurs sont en train de chercher à mettre en place. Sans trouver. Ils trouveront et ils trouvent toujours. Ils sont en train de mettre en place une structure de mutualisation. Il faut mettre en place une grande structure de recherche qui permettra à tous de travailler en mutualisant. Donc les travaux, ce n'est pas que les travaux ne sont pas efficaces. Le CNRS reste efficace. Les chercheurs gabonais sont performants. Ils restent efficaces, mais les activités ne sont pas toujours visibles parce que justement, il n'y a pas cette organisation qui est mise en place. Vous avez un qui programmation. Il n'y a pas de programmation. Et c'est justement cette loi de programmation qui va permettre de rendre tout cela visible. Vous savez, la vocation d'un chercheur, ce n'est pas l'industrialisation. Un chercheur, il fait sa recherche, il faut après qu'il y ait une structure qui peut valoriser cette recherche. C'est tout cela qui doit être mis en place. Parce que finalement, dans les faits, Jonas Sosombe, s'il vous plaît, parce que finalement, dans les faits, on a l'impression que c'est un monde à part et que les populations, ou en tout cas le fonctionnement et l'amélioration de la société n'en bénéficient pas directement. Oui et non. Vous savez, au niveau de la recherche, vous avez une dame qui a par exemple trouvé un produit qui permet de soigner les grands brûlés. Les populations en profitent. Elle est encore artisanale. Mais justement parce qu'il faut derrière une commande, il faut derrière un financement, il faut un soutien derrière. Mais tant que ces soutiens ne sont pas faits, c'est difficile que cela s'industrialise. C'est pourquoi je suis en train de dire, les chercheurs, ils sont performants.
ils travaillent, ils ont les compétences qu'il faut, mais ce qui manque, c'est cette valorisation de leur travail. Parce que dans leur canaux scientifiques, tous ces travaux s'y trouvent. Mais nous, population, nous ne savons pas très bien ce qui se passe. Et ça, il faut apprendre désormais Quelle sera la place des partenariats privés-publics dans ce vaste programme à travers l'agence qui est en train d'être mise en place et qui va permettre désormais aux chercheurs d'aller chercher lui-même ses moyens et de s'autofinancer? Non, le chercheur ne va pas chercher ses moyens. Ah bon? L'agence est mise en place pour le financement. Oui. La commande publique sera organisée puisqu'il y aura une loi de programmation. Oui. L'État va décider d'engager des recherches sur tel point. On fait une évaluation qui peut conduire la recherche et le financement est là. Mais il n'est pas interdit, à côté de ça, que le chercheur, dans leur contact à l'extérieur, soit dans un financement qui n'a rien à voir avec l'agence. Mais en fait, l'important aujourd'hui, c'est de pouvoir capter le financement et pouvoir mieux l'orienter, mieux le diriger pour que la recherche profite véritablement à la population. Et vous savez, avec le plan stratégique Gabon émergent, on a besoin des chercheurs, on a besoin de financement. On parle beaucoup de partenariats privés-publics en oui, matière de... mais dans le partenariat privé-public, vous avez le CERMEL, vous l'avez cité tout à l'heure, je crois. Nous avons le CERMEL et les chercheurs gabonais participent aux travaux du CERMEL. Ils participent aux travaux du CERMEL. L'État gabonais est impliqué dans les travaux du CERMEL. Vous avez le CIRMF, vous savez qu'il y a des chercheurs gabonais dans le CIRMF. Donc le partenariat public-privé fonctionne aussi bien pour ce qui concerne les établissements que pour les centres de recherche. Donc, Donc la recherche, je veux dire. Donc il faut dire que les problèmes de l'IRCH, les problèmes du CNRS sont désormais derrière nous à travers cette prévision. Madame le ministre, on aimerait quand même savoir, le Gabon est un pays qui regorge plusieurs spécialistes en matière d'un certain nombre de questions, notamment le paludisme, la drépanocytose et tout. Qu'est-ce qui est fait justement pour accompagner ces gens-là avant que l'agence ne soit mise en place? Mais aujourd'hui, vous avez le CERMEL. Nous parlions tout à l'heure de partenariat public-privé. Au niveau du CERMEL, le CERMEL travaille sur le paludisme. Et l'État gabonais a pris des dispositions justement pour que ces travaux se poursuivent correctement. L'État gabonais a mis les bâtiments. L'État gabonais vient de reconnaître le CERMEL comme structure d'utilité publique. Les chercheurs gabonais y sont. Donc les travaux se poursuivent à l'intérieur. On parle quand même d'une recherche pour des questions bien précises. Je crois que la drépanocytose, le VIH-Sida, oui, vous venez de prendre l'exemple du paludisme. Mais pour ce qui est de la drépanocytose, par exemple, on a l'impression que le professeur Alain Ondo travaille quasiment seul. Mais c'est là qu'on revient à la programmation, parce que le professeur Ondo Alain, puisque vous le dites, il fait ses travaux de recherche de son côté. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait une commande publique. Il faut que l'État décide. C'est ça la programmation, en fait, comme je le disais. Il faut que l'État décide que pour à telle période, je dois engager des recherches sur la drépanocytose. Les financements sont trouvés, les équipes sont identifiées, ils sont évalués et la recherche se met en place. Donc, je crois que... Une autre question. Beaucoup s'interrogent sur la conformité des médicaments vendus par l'IFAMETRA. Mais l'IFAMETRA n'a pas vocation à vendre des médicaments. Donc, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de vendre des médicaments. Si cela existe, l'IFAMETRA n'a pas vocation pour vendre des médicaments. L'IFAMETRA est là pour faire de la recherche en collaboration avec les spécialistes de la médecine traditionnelle. Et une fois la recherche effectuée, la molécule trouvée, tous ces travaux doivent être soumis au ministère de la Santé pour que ce soit évidemment transformé en médicament. En fait, quand la molécule est trouvée, il faut pouvoir la transformer en médicament soumis au ministère de la Santé qui homologue et on met sur le marché. Donc l'IFAMETRA n'a pas vocation à vendre les médicaments. Et si cela se passe ainsi, je profite donc de votre plateau pour dire que ce n'est pas de la responsabilité de l'État gabonais parce que ce n'est pas le rôle de l'IFAMETRA. L'IFAMETRA est là pour faire de la recherche en matière de la pharmacopée, en matière de médecine traditionnelle, parce que justement à ce niveau, nous avons une grande richesse à exploiter. Madame le ministre, en 2010, le Gabon se fait connaître à travers une découverte prodigieuse faite par les chercheurs de l'Université de Poitiers
celle de la découverte des plus vieux fossiles multicellulaires au monde. Donc ce serait au Gabon que la vie aurait vu le jour. Et malheureusement, cette découverte est allée avec la contestation ou la mauvaise place occupée par les chercheurs gabonais qui s'estiment floués, lésés à travers cette découverte. 6 ans plus tard, qu'est-ce que vous dites? Justement, on pensait, je voulais dire d'abord que votre appréciation, je ne la partage pas. Je ne partagerai pas beaucoup de choses avec vous, justement, sur le constat que je fais. Sur la recherche et même sur l'ensemble de l'enseignement supérieur. Alors, juste pour revenir sur cette question, vous savez, jusque-là, nous pensions que la vie multicellulaire était apparue il y a 600 millions d'années. Or, avec le Francevillien, on s'aperçoit que la vie multicellulaire date de 2 milliards 100 millions d'années. En fait, le Gabon aujourd'hui devient le berceau de la vie. Et c'est ce qui est important. C'était une découverte retentissante. Le Gabon n'a pas été du tout floué, contrairement à ce que vous pensez dans cette affaire. Parce que le Gabon a pris les choses en main. Le Gabon a signé une convention avec l'Université de Poitiers qui aujourd'hui forme des Gabonais au doctorat en géologie. Nous avons, je crois, en ce moment, 6 qui sont en formation. Certains sont déjà rentrés, d'autres poursuivent. Une découverte a été faite, c'est très important, c'est une découverte retentissante qui met le Gabon en valeur, qui met le Gabon au cœur de la vie, mais le travail ne s'arrête pas là. Il faut maintenant que les recherches se poursuivent pour pouvoir déterminer tout ce qu'il y a autour de cette recherche. Les scientifiques sont plus compétents que moi pour en parler, mais ce que je peux dire pour vous rassurer, c'est que le Gabon est bien présent dans cette découverte. Le Gabon reste propriétaire de ces fossiles et l'Université de Poitiers est en partenariat avec le Gabon dans cette affaire. Il n'y a pas lieu d'avoir de conflit. C'est des chercheurs, ils trouveront forcément un terrain d'entente et il faut qu'on y parvienne. Mais c'est le Gabon qui doit gagner et c'est le Gabon qui doit être mis en avant, ce d'autant plus que le président de la République s'est personnellement impliqué dans cette découverte et il s'est personnellement impliqué dans le suivi de ce dossier, dans le suivi de cette convention. Et aujourd'hui, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, les étudiants gabonais sont formés en géologie à l'université de Poitiers. Donc dans tous les cas, le Gabon est gagnant dans cette affaire. Denise Mekam, vous l'avez déjà énoncé, les partenariats publics-privés, une solution pour améliorer l'enseignement supérieur au Gabon. La thématique que nous allons aborder, les universités privées sont-elles une alternative à l'enseignement public ? La crise de l'université publique s'accentuant et s'intensifiant dans les années 90 a donné lieu à une large réflexion dans la société gabonaise. Ainsi, le secteur privé a fait son apparition en proposant une offre dite alternative, en mettant en place de nombreuses formations plus ou moins spécialisées que l'université publique ne propose pas pour l'instant. Une véritable faille, selon les observateurs, qui estiment que l'absence des cursus professionnalisants à l'université publique est un véritable handicap. De même, le secteur privé, à travers certains établissements, a intégré avant l'université publique le système LMD, quand bien même le constat montre à ce jour que l'application de ce dernier varie d'un établissement à un autre. Il faut encore relever que ce secteur d'enseignement ne dispose pas d'une véritable stratégie. Il ne répond pas non plus à la question fondamentale qui met en exergue adéquation, formation, emploi. Aujourd'hui, l'État a accordé à certaines universités privées le privilège de former certains de ses boursiers. Ce partenariat public-privé devrait être structuré et encouragé pour créer un pôle d'excellence. Le monde est entré aujourd'hui dans l'économie du savoir. Celle-ci exige des compétences métiers à la fine pointe de l'innovation. Il revient donc au pouvoir public, notamment au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, de réorganiser le secteur afin qu'un label qualité soit reconnu au Gabon. La survie intellectuelle du pays en dépend. À côté des établissements publics, on note une percée des grandes écoles privées. Quelles directives, partenariats stratégiques existent-ils
entre ces universités afin de répondre à l'effort de développement économique de notre pays, madame? Oui, je veux juste revenir sur un petit point parce qu'avant l'élément, vous parliez des établissements privés, Oui. d'enseignement supérieur privé comme alternative. Non, c'est pas une alternative, c'est une complémentarité, c'est un complément de la formation. Parce que je vous parlais tout à l'heure de partenariat. Ce partenariat fait en sorte que nous participons, parce que ces établissements doivent aussi participer au développement du pays, à la formation de la ressource humaine du Gabon. Et c'est à ce titre-là que le Gabon a tissé des partenariats avec ces établissements, ces structures d'enseignement supérieur privées. Ces structures d'enseignement privé sont soumises à la même exigence que l'enseignement public. Ils sont contrôlés, ils sont évalués et en ce moment, nous mettons en place des mécanismes d'évaluation et de suivi des diplômes des uns et des autres. Madame, on veut bien que le partenariat soit signé entre l'enseignement supérieur et des établissements privés. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, les parents se plaignent de dépenser trop d'argent au point de regretter la formation publique entièrement. Pourquoi ne pas garder mon fils à l'université, à Omar Bongo, au lieu de l'envoyer, par exemple, dans de nombreux établissements privés avec lesquels vous avez signé des partenariats? Je crois qu'il faut qu'on vous indique plutôt la procédure. Vous savez, chaque année, les élèves de terminale prennent des pré-inscriptions. Donc, ce sont ces élèves-là qui choisissent eux-mêmes l'établissement dans lequel ils veulent être scolarisés en fonction de leur bac, en fonction de la formation, de la filière qu'ils veulent choisir. C'est vrai que pour nous, pour l'État gabonais, la priorité doit revenir à l'enseignement public. Mais lorsque nous n'avons pas dans nos établissements la formation qu'il faut, ben, il faut bien diriger le futur étudiant ailleurs. Ça ressemble à un piège, en fait. Ce n'est pas du tout un piège, c'est pour... Je vous parlais tout à l'heure de la diversification de l'offre de formation. Si vous n'avez pas dans un établissement public la formation qui est offerte ailleurs, mais vous ne pouvez pas garder l'étudiant dans la structure publique simplement parce que vous ne voulez pas qu'on paye. Et c'est pour cela, justement, que l'État a plafonné les frais d'inscription. L'État prend en charge les frais d'inscription. L'État assure la bourse pour donner à chacun sa chance. Maintenant, les points que vous évoquez sur les rames de papier, je crois que vous avez parlé de rames de papier. Matériel didactique, donc le matériel didactique, c'est tout à fait normal. Là, vous parlez des livres, c'est tout à fait normal. Même quand ils sont à l'université Omar Bongo, on consulte sans payer. Mais à l'UOB, la bibliothèque est ouverte. La bibliothèque est ouverte. Ils ont la possibilité de consulter. Mais ce ne sont pas les mêmes programmes, madame. Ce ne sont pas les mêmes programmes, mais ce que je veux dire, c'est que l'étudiant a besoin de livres, de matériel didactique pour apprendre. Il a besoin de livres, comme vous le dites, pour apprendre. Et qu'est-ce qu'on fait de cet étudiant? L'État assure une bourse qui est importante. L'enfant a choisi sa filière. L'État a payé les frais d'inscription. Je ne sais pas à ce niveau-là quel reproche on peut faire à l'État. C'est vrai qu'il faut peut-être que nous regardons tout cela de près, et c'est ce qui est fait déjà de toute façon. Ces établissements privés sont soumis aux procédures de contrôle. Mais si certains problèmes ne nous sont pas remontés, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que vous avez pensé à plafonner justement un petit peu ces frais de scolarité? Par exemple, les prix Madame Ochanga, les prix par exemple de la tenue. Tous ces établissements des tenues. Ouais. Imaginez une tenue qui coûterait 150, 200 000 ou 300 000. Mais, je ne sais pas ce que je voulais que je vous dise sur ce point. Je dis, la responsabilité de l'État, c'est quoi? C'est d'assurer la bourse. Tout à fait. C'est de payer l'inscription. Vous voulez aussi demander que l'État paye la tenue? Non, que l'État négocie avec son partenaire en vue de voir ces coûts-là à la baisse. Mais ces négociations ont été faites. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de plafonnement des frais d'inscription. Vous savez, il y a des établissements privés dans lesquels on accède par concours. Si un étudiant a été passé un concours et qu'il a réussi, l'État paye la bourse. Mais s'il y a un surplus, qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'État a négocié un coût avec ces établissements. Il s'en tient à ce coût. Parce que sinon, on va rentrer dans des situations d'inégalité.
Denise Mekam, nous sommes presque arrivés au terme de notre émission. Le temps pour nous de vous poser cette préoccupation. Le président de la République, qui est candidat à sa propre succession, met, s'il est réélu, son prochain septennat sur le sceau de l'égalité des chances et l'éducation pour tous. Votre avis? C'est un constat de constance. Le président de la République est constant dans ses positions. Il avait été élu sous l'avenir en confiance. Il a mis en place un plan stratégique Gabon émergent qu'il a déroulé pendant ce septennat. Et maintenant, il met l'accent dans l'un des axes de ce plan stratégique Gabon émergent, l'égalité de chance. L'égalité de chance, c'est vraiment ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et il a dit égalité de chance pour l'éducation, permettre à tous les Gabonais d'accéder aux mêmes conditions de formation. Et c'est ce qui est déjà en marche depuis le septennat en cours. Aujourd'hui, avec la bourse qui a été généralisée, avec la bourse qui a été valorisée, on est vraiment dans l'égalité de chance en matière d'éducation. Aujourd'hui, avec la diversification de l'offre de formation, on a dans l'égalité de chance. L'égalité de chance pour les femmes, savoir que la femme aussi doit participer au développement du pays, à la construction du pays, aux instances de décision au même titre que son partenaire masculin. La fin des privilèges, il a dit, il n'y a pas de Gabonais privilégiés que les autres, les mêmes chances pour tout le monde, même chance pour l'emploi, même chance pour le travail. Le président parle de la fin des privilèges aussi pour certains comportements déviants que nous avons pris dans notre société. Penser que, étant dans telle position, nous devons garder cette position jusqu'à la fin de nos jours. Donc, il faut permettre aux uns aux autres, il faut permettre à chaque Gabonais de participer à la vie du pays. Il faut permettre à chaque Gabonais de profiter des fruits de la prospérité. Et c'est ça la notion de prospérité partagée. Et c'est ça, cette politique qu'il a déjà mise en place depuis 2009, qu'il poursuit et qu'il entend poursuivre jusqu'à ce que le Gabon atteigne l'émergence comme il a indiqué. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Votre conclusion, Denise Mekam? Je veux simplement, à ce niveau des débats, rassurer les Gabonais, leur demander d'avoir confiance à notre système d'enseignement supérieur, d'avoir confiance à nos instituts de recherche, à nos chercheurs. C'est vrai qu'il y a des faiblesses objectives, mais c'est vrai également qu'à côté, beaucoup de choses ont été réalisées. Et c'est ce qui est important à retenir. Il faut retenir également que le chef de l'État a de grandes ambitions pour l'enseignement supérieur, pour la recherche scientifique, et que nous n'avons pas de raison de perdre confiance, nous n'avons pas de raison de n'avoir pas confiance à nos formateurs, à nos enseignants et enseignants-chercheurs et nos chercheurs. Nous devons justement leur faire confiance, savoir qu'une politique a été mise en place en leur faveur. Et d'ailleurs, eux-mêmes doivent garder cet espoir, doivent garder cette foi-là en ce qui se fait en leur faveur. Je vous ai parlé tout à l'heure des salaires qui ont été améliorés. C'est une programmation. Les structures suivront. Beaucoup de choses suivront. Mais pour le moment, je pense que nous devons faire confiance au chef de l'État. Nous devons faire confiance à sa volonté de parvenir à une recherche de qualité, à un enseignement supérieur de qualité, à une formation de qualité et en fait tout simplement de parvenir à la diversification de notre économie qui nécessite une diversification des offres de formation et c'est ça les partenariats publics-privés. Je vous remercie. Merci Madame le Ministre d'avoir accepté notre invitation, aux téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro du Ndimba. Pour animer les débats, j'étais accompagnée de Louis-Philippe Badinga et de Jonas Osombe. Merci à l'équipe technique et à bientôt.